Merci. Et nous, on n'a pas de tiroir, donc il n'y a pas de risque pour ça. Donc avant de laisser la place à la table ronde, une petite introduction pour vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que, c'est marqué là, pourquoi est-ce qu'on a fait une tournée sur l'engagement collaborateur? En tant que dirigeant, l'engagement des collaborateurs, c'est presque ce qui m'anime tous les jours. Comment on fait pour que on ne soit pas tout seul à avancer et qu'il y ait du monde avec nous à avancer? Problématique, c'est que je pense que sur les 10 dernières années, c'est là où je me suis le plus foiré. Pourquoi? Parce que déjà, Steeple est une jeune entreprise et le premier salarié, ça date de 2018. Et quand vous avez des collaborateurs qui vous rejoignent en 2018, ils arrivent, on est 3, 4, 5, ils arrivent, ils ne se posent pas la question de pourquoi je suis là. Ils savent qu'on n'a rien à offrir, sinon un projet de start-up finalement, une entreprise qui va se développer. On a un projet qui est d'aider les entreprises à mieux communiquer, surtout avec des collaborateurs non connectés. Donc, ils arrivent, chacun arrive avec son ordinateur perso, et ils arrivent avec leur voiture perso, et ils se demandent plutôt qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise, plutôt que qu'est-ce que l'entreprise peut m'apporter. Et puis 2018-2019 se passe, l'entreprise monte à 10, 12 collaborateurs, et il y a un premier basculement en 2020. En 2020, évidemment, c'est le Covid qui nous tombe dessus, et pour une jeune entreprise comme la nôtre, on est habitué tous les jours à se réaligner, à discuter, à se motiver les uns les autres. Là, on est tous renvoyés chez nous, et c'est un premier élément compliqué. Et en fait, le problème, c'est que, alors c'est pas vraiment un problème, c'est qu'aussi pendant cette période, il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Oulala, mais moi, j'ai pas d'outils pour communiquer avec mes collaborateurs, donc on va connaître une croissance aussi qui va être forte. » Et les effectifs, finalement, vont passer de 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 collaborateurs assez rapidement. Et encore une fois, moi, le mot engagement, je ne l'avais jamais entendu. Seulement, le problème, c'est que ces collaborateurs qui arrivaient de plus en plus nombreux, on n'avait pas le temps de bien les intégrer. On n'avait pas le temps de leur expliquer quelle était la culture Steeple. Et puis ces collaborateurs, il fallait les encadrer. Donc on a nommé un encadrement des managers qui étaient eux-mêmes des collaborateurs qui avaient été mal intégrés, qui n'avaient pas forcément la culture. Et donc, mis bout à bout, finalement la croissance qu'on avait qui était très forte, l'année dernière elle commence à devenir plus compliquée. Et en fait, je me rends compte que ce sujet de l'engagement collaborateur était en train de nous coûter notre croissance, mais ça devenait bien pire, puisque les dépenses avaient explosé par rapport aux recettes, et que si jamais on ne s'était pas réveillé, je ne serais peut-être pas là en face pour vous parler de tout ça. Donc, je me suis réveillé, on s'est réveillé avec le CODIR, et on a effectué une forme de restructuration de l'entreprise pour réengager, pour réaligner des collaborateurs qui pouvaient l'être. Et malheureusement, autant vous dire que ça ne s'est pas fait sans heurts, puisque en l'espace de 18 mois, il y a près de 40% des effectifs qui ont quitté l'entreprise, et il y a 80% des managers qui ont été renouvelés. Donc, c'est une période qui est douloureuse pour l'entreprise, on est encore en plein dedans, et évidemment, j'aurais préféré participer à une conférence sur l'engagement collaborateur, et peut-être, et j'espère que les échanges qu'on aura sur la table ronde vous permettront de comprendre des choses et éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire par le passé. Donc je vous souhaite une bonne table ronde. Merci. Et du coup, donc moi je vais aussi rapidement me présenter. Je suis Anne, je suis responsable marketing et communication chez Steeple. En l'occurrence, ce soir, je serai surtout l'animatrice de votre table ronde. Et comme je ne vais pas parler toute seule pendant 1 heure, je vous prie d'accueillir nos intervenants. Alors j'appelle Marie, Christelle et Jérôme à venir me rejoindre sur la table ronde. Si vous applaudissez. Et Jean-Baptiste, évidemment, on va quand même. Je sais pas pourquoi tu t'en vas à chaque fois, en fait. Tu pourras rester. C'est l'entrée. C'est le spectacle. Et bienvenue à tous et merci d'être là ce soir avec nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit tour de table. Alors oui, il y a un bouton pour allumer le micro. Ouais, attends. C'est bon. C'est bon. Okay.
Continue, je m'occupe de ça. C'est qu'on se fasse un petit tour de table pour faire connaissance, que vous puissiez nous expliquer qui vous êtes, quelle est votre entreprise. Et voilà. Je vais vous prêter le mien. Super. Bonsoir, donc, je m'appelle Christelle Aguilar, je travaille pour l'entreprise Appui RH depuis 15 ans, même si l'entreprise a été créée il y a 16 ans. Et notre rôle au quotidien, c'est d'accompagner des TPE-PME dans la gestion quotidienne de leurs ressources humaines. Donc ça inclut tous les domaines des ressources humaines, que ce soit la gestion administrative, les projets, du très concret, ce salarié a dit, a fait ça, comment on agit, les relations avec le CSE, tout ce qui fait la joie de ce métier des ressources humaines. Parallèlement, je suis intervenante dans un master à l'école ISRH, qui n'est pas très loin d'ici, et je suis passionnée par tout ce qui tourne autour de la marque employeur, de l'engagement collaborateur, du recrutement, du onboarding, tous ces termes en vogue, mais derrière, il faut y mettre des choses concrètes. Voilà. Et je remercie également mes étudiants, notamment, et des clients qui sont présents ce soir, ce qui prouve leur engagement. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Marie Massini, je suis responsable des ressources humaines pour la société RECA France. C'est une entreprise qui est basée à Reichstätt et spécialisée dans la vente directe d'outillage, visserie et fixation auprès des professionnels du bâtiment. On est aujourd'hui 180 collaborateurs dans l'entreprise, essentiellement des commerciaux terrain, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, et j'ai le plaisir de travailler dans cette entreprise depuis une quinzaine d'années environ. Et en parallèle, tout comme Christelle, je suis également intervenante à l'ISRH de Citykine dans le cadre du module recrutement. Et je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci à Stipal pour cette invitation. Je me nomme Jérôme Cochet, je fais partie du groupe FMS, Fermeture Musée Shore, une société familiale qui existe depuis 30 ans. On vient de terminer la fête avant-hier, on était en Allemagne pendant 3 jours, 2 nuits, c'est l'inverse, je suis encore un petit peu fatigué. Donc l'engagement collaborateur c'est vraiment le sujet actuel. Donc ça fait 2 ans que je fais partie de cette société, je m'occupe du service com et marketing du groupe. On est sur 3 sites internationaux et puis sur différentes agences, et je suis ravi d'être là ce soir. Et donc, vous m'avez déjà vu, mais juste pour vous donner un peu de contexte par rapport à mes différentes prises de parole, Stipal, c'est aujourd'hui une centaine de collaborateurs, avec 90% au siège à Rennes, et puis après on va retrouver des équipes un peu partout. Il y a Julien ici à Strasbourg, et puis on va avoir des équipes en Allemagne, Espagne et Italie également. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir répondu présent à l'invitation, on est ravis de vous accueillir, et on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors on se parle d'engagement ce soir. Engagement, c'est une notion dont on commence à parler de plus en plus quand on sait qu'en France, il y a quand même un très fort taux de désengagement, on a une grosse marge de manœuvre. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est l'engagement et pourquoi finalement c'est essentiel de s'y intéresser? Alors je vais vous poser la question à tous les 4. Je vois que vous avez 2 micros, vous pouvez vous les partager. On peut en passer à l'autre table. Ouais. Alors je vous pose des questions, vas-y. Ouais, je démarre. Ok, donc les principaux enjeux pour notre entreprise, ça va être déjà le premier, c'est la fidélisation des collaborateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une entreprise qui emploie essentiellement des commerciaux terrain qui sont répartis sur la France entière. Et notre particularité, c'est que nous n'avons pas de magasin ou de bureau en fait en région. On a juste un siège social en fait qui est basé en Alsace. Et donc nos collaborateurs sont finalement plutôt autonomes et isolés en région. Ils sont encadrés par des managers de proximité, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'opportunité de se rendre au siège régulièrement. Et donc concrètement, c'est important pour nous de les fidéliser et c'est un véritable enjeu. Ça, c'est effectivement le premier enjeu qui nous importe. Et ensuite, ce qui est également important, en fait, c'est tout simplement le fait que les collaborateurs aient une bonne expérience dans l'entreprise, puisque nos commerciaux sont l'image de la société. C'est eux qui sont au contact, en fait, des clients. Et plus ils ont une expérience collaborateur positive, plus ils vont avoir des bonnes expériences avec les clients. C'est un point qui est aussi très important pour nous. On mène une enquête de satisfaction auprès des collaborateurs tous les 2 ans, mais également auprès des clients. Et ce qui ressort justement des enquêtes satisfaction client, c'est que nos clients apprécient fortement la relation qu'ils ont avec les commerciaux
et la sympathie en fait, tout simplement de nos commerciaux. Donc ça c'est important pour nous parce qu'en faisant vivre une bonne expérience aux collaborateurs, on permet d'augmenter en fait la productivité des collaborateurs, mais aussi tout simplement la performance de l'entreprise. Oui, alors totalement d'accord avec vous. Forcément, si on prend un petit peu la vision de l'entreprise, c'est la rétention de talent, en tout cas chez FMS, puisque on a un certain secteur d'activité où on a un turnover assez conséquent, à la pause en l'occurrence, et c'est vraiment des gens de talent qui ont tendance à partir assez facilement. Donc on a cette rétention, forcément pour pallier à cette baisse-là, l'engagement collaborateur est important, les événements on en parlera plus tard. Mais si on prend peut-être la visibilité peut-être plus humaine, en fait, moi j'aime bien dire qu'on a tous envie de travailler dans un environnement où il fait bon vivre. Voilà, on sait très bien que chacun d'entre nous n'a pas forcément eu la chance de faire un métier qu'il aime, et souvent on y va parce que on s'entend bien avec ses collègues, on aime bien l'environnement, et ça pallie, ça fait cet équilibre. Et ce matin sur RTL, un pur hasard, j'ai entendu parler du BIB. On sait ce que c'est le PIB, donc c'est le produit intérieur brut. Et donc le BIB existe maintenant, c'est le bonheur intérieur brut. Et je trouvais ça assez intéressant. Alors je sais pas, je connais pas encore les KPIs, mais voilà, je voulais vous en faire part ce soir. Mais c'est vrai que l'engagement collaborateur fait foi dans toutes les entreprises et est extrêmement important. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et c'est vrai que pour moi, l'enjeu principal, c'est clairement la fidélisation. C'est ce qu'on recherche tous, bien évidemment, mais pour ça, il faut qu'on soit authentique et honnête dès le démarrage des processus recrutement. Il faut qu'il n'y ait absolument pas de décalage entre ce qu'on annonce. On voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, de jolis posts, c'est la fête. Mais concrètement, est-ce que cette fête-là, elle est vraiment tous les jours là? Est-ce que j'ai envie de me lever tous les matins? Est-ce que je peux faire perdurer cette envie de venir au travail? Et c'est sur ces axes-là et ces leviers-là qu'on travaille au quotidien dans nos PME. Parce que pour moi, un collaborateur engagé va être naturellement un ambassadeur. On n'aura pas besoin ni de lui donner une prime pour qu'il commente un post sur LinkedIn. On n'aura pas besoin de lui demander de le faire. Il le fera spontanément. Ça, c'est vraiment très important de le noter. Et s'il partait, parce que c'est la vie, parce que les nouvelles générations restent 3-4 ans dans les sociétés, qu'ils partent avec une image positive. Alors après, on parlera certainement tout à l'heure d'outils comme le offboarding pour mesurer pourquoi il s'en va. Des fois, il s'en va et il aime son entreprise. Il s'en va parce que c'est la génération, parce qu'il faut engranger des expériences, il faut avoir du vécu. Donc c'est important. Et je tiens aussi à préciser que je vais beaucoup parler de ce qu'on fait dans nos PME, mais Appui RH est une TPE, nous sommes 3, et l'engagement collaborateur est aussi très important pour moi, et je remercie ma collaboratrice d'être présente ce soir, et c'est un engagement, promis, elle n'est pas payée pour venir, elle est venue spontanément, donc c'est aussi important de prendre plaisir, et voilà, et de faire plus, et de prendre une de ces soirées aussi pour participer à un sujet qui nous tient à cœur, vraiment. Sur la question qu'est-ce que l'engagement collaborateur, je pense m'être beaucoup trompé aussi ces derniers temps. Parce que ce que tu disais, effectivement... C'était le micro. Je suis censuré. Il y a un moment, c'est aussi l'entreprise peut faire plein de choses. Et elle doit faire plein de choses pour mettre un cadre favorable à l'engagement. Et en tout cas, des fois, c'est éviter le désengagement, en tout cas le cadre du désengagement, et je pense qu'on parlera du management, on parlera plein de sujets. Mais finalement, il faut redire les choses, c'est peut-être un sujet d'entreprise, mais c'est un sujet avant tout personnel. Et quand tu dis, bah oui, c'est l'envie de se lever le matin, oui, il faut qu'à un moment, le collaborateur, c'est son engagement, il faut qu'il soit capable de comprendre est-ce que lui est engagé ou pas. Et nous, on a mis en place un petit test chez Steeple, alors c'est un truc tout con, vous allez vite comprendre, ça s'appelle le test du dimanche soir. Voilà, on invite régulièrement nos collaborateurs, quasiment de manière hebdomadaire, parce que c'est comme une trigger en marketing, on va leur faire se dire, ok, est-ce que j'ai envie d'aller au boulot demain matin? Alors, une fois... On sait qu'une perte de motivation n'est pas une perte d'engagement, c'est deux choses différentes. On peut ne pas avoir envie un lundi, mais quand c'est répété, eh bien, on les invite à se poser la question de pourquoi ils n'ont pas envie. C'est pas grave d'être désengagé, ce qui est grave, c'est d'être désengagé, de le savoir et de ne rien faire.
Et donc là, après, c'est quelle est la capacité des managers à être dans l'écoute, quelle est la capacité à recevoir, si jamais c'est le manager le problème, comment est-ce qu'on crée des portes parallèles avec les RH. Et donc ça passe tout simplement par se connaître soi-même et s'écouter. Vous avez déjà tous commencé à spoiler un petit peu les grands leviers dont on va se parler. Et justement, alors pour rentrer concrètement dans comment une entreprise, à défaut de créer l'engagement en partant de rien, comment au moins elle met en place un cadre qui ne nuit pas à l'engagement et à la motivation intrinsèque des collaborateurs aussi à venir au travail le matin. Et ben, il y a un premier sujet qu'on voit et dont on entend beaucoup parler depuis 2 semaines maintenant qu'on fait le tour de France, c'est le sujet de la culture. Et alors, comment on crée une culture d'entreprise et pourquoi c'est important aussi d'avoir identifié sa culture d'entreprise. Par exemple, Jérôme, vous, comment vous avez défini votre culture d'entreprise, vos valeurs? Alors en fait, elle était déjà existante avant que j'arrive. Moi, j'ai intégré FMS il y a 2 ans. Je faisais partie avant d'un grand groupe pendant 27 ans, un groupe international, où l'humain était présent, mais voilà, c'était un peu plus compliqué. Et moi, en fait, on a la chance, c'est qu'on a un porte-drapeau très fort, qui d'ailleurs été porteur de la flamme olympique, c'est notre patron. C'est un homme charismatique, très charismatique, en plus il est très beau, c'est une réalité. Et en fait, moi, je suis allé dans cette entreprise pour lui. C'est quelqu'un qui m'a totalement déstabilisé. J'avais décidé, je raconte un petit peu ma vie, mais elle est assez intéressante. J'avais décidé de ne pas y aller, mais de faire quand même le 3e entretien, parce que je devais être pris ailleurs. Et je rencontre cet homme, et je me souviendrai toujours, j'appelle ma femme sur le parking, et je lui dis non, je vais chez FMS. Elle ne comprenait plus, parce que voilà. Et donc, nous, on a cette chance-là. On a un dirigeant qui a fait toute sa carrière, qui a une grande carrière sportive. Il a failli passer professionnel au hand. Il est président d'un club de hand. Et donc, toutes les valeurs du sport, il les a intégrées au sein de la société. Donc, on a à peu près 60-70 personnes qui font du sport chez nous. C'est pas une volonté, hein, c'était pas partie du CV, hein, donc n'ayez crainte. Mais... Et donc, ça a grandement joué en sa faveur, en la faveur de la culture de cette entreprise. Et cette transparence, cette communication qu'on est en train de mettre en place, c'est carrément en fait, le dernier jalon qui permet en fait, d'avoir cette réussite-là. Voilà ce que je peux dire un petit peu pour cette partie-là. C'est intéressant, du coup je rebondis. Alors moi j'ai pas rejoint Steeple en disant parce que tu étais beau Jean-Baptiste, mais par contre il y avait quand même une valeur, des valeurs derrière que tu m'as présentées en entretien aussi, justement comment la culture de Steeple s'est créée. Déjà la culture, on entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est qu'une culture? C'est pas évident. L'autre jour sur une autre table ronde, il y avait quelqu'un qui disait la culture d'une entreprise, c'est comment on travaille dans l'entreprise. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir, et c'est toutes ces fois où dans l'entreprise, vous dites « Ah non, ici on ne fait pas comme ça ». Et ça c'est important, parce qu'une culture, elle doit être clivante. C'est parce que vous ne faites pas comme ça dans cette entreprise, que peut-être dans une autre vous faites comme ça, mais en tout cas c'est différent. Et si jamais c'est pas clivant, c'est peut-être qu'il y a un manque de connaissance de la culture, pas de culture, parce qu'on a tous une culture. Mais la règle numéro 1 de la philosophie, c'est « connais-toi toi-même », ça vaut la même chose pour les entreprises. Parce que se connaître, c'est important. Après, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a formalisé la culture très tôt, dans un culture book. À l'époque, on était vraiment une jeune entreprise, vraiment agile. Mais par contre, cette culture, c'est resté finalement le livre du patron. Et elle a arrêté d'être incarnée au jour le jour. Et donc moi, j'étais très content avec mon culture book, mon livre. Et finalement, petit à petit, c'est un peu ce que je vous ai raconté en introduction, les personnes qui disaient « Ah non, on ne fait pas comme ça ici », de moins en moins, elles le disaient. Et finalement, je me suis rendu compte l'année dernière, quelqu'un m'a dit « En fait, la culture elle a tellement changé, il faudrait changer le culture book ». Et là j'ai pris une claque. Parce qu'en fait, non, la culture, les valeurs de Steeple qui ont permis de partir de zéro et de monter, c'est celle qu'il faut garder pour continuer de grandir, parce qu'on n'a pas envie d'arrêter de grandir. La problématique, c'est toutes ces manières de vivre, de travailler ensemble n'étaient pas partagées, et notamment à un endroit, et c'est le premier endroit qu'on a corrigé, c'est au recrutement. Parce qu'en fait, pour engager des collaborateurs,
il y a l'expression qui dit se sentir comme un poisson dans l'eau, mais si vous avez un collaborateur qui n'aime pas l'eau, bah, il ne se sentira jamais comme un poisson dans l'eau, donc vous n'arriverez jamais à l'engager. Et donc, on a fait ce travail qui est de se dire, ok, bah, quels sont les soft skills, les savoir-être qu'on cherche chez un collaborateur, et surtout, quelles sont les questions ou les manières d'analyser les CV pour pouvoir se dire, cette personne est compatible ou pas. Mais un truc tout con, chez Steeple, on est habitué à changer tout du jour au lendemain, tout le temps. Il faut s'adapter, ça change tout le temps. Ça demande, pour les collaborateurs, beaucoup d'agilité. Et il y en a qui adorent ça. Par contre, il y a des collaborateurs qui ont commencé à nous rejoindre en disant « Ah, moi, je veux rejoindre une start-up, vous avez l'air sympa, mais j'aime pas trop le changement. » Et on les a fait rentrer. On les a laissés rentrer. Et même certains, on les a nommés managers. Terrible pour eux, parce qu'ils en souffrent. Terrible pour l'entreprise, parce qu'elle en souffre. Et donc c'est pour ça, derrière, il y a ce turnover qui s'est opéré. Tu voulais rebondir tout à l'heure? Non, je voulais... Ah, d'accord, c'était juste une prise de micro, très bien. Du coup, je vais plutôt continuer sur ce que tu dis. Hein. Il y a ce côté où les managers incarnent la culture. Ça aide quand même pas mal à accompagner les collaborateurs aussi à se sentir bien. Et comment vous avez travaillé avec les managers? Par exemple, vous, comment vous travaillez en entreprise avec les managers? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a de la formation, de l'accompagnement, du suivi? Sur la culture. Sur la culture ou les managers? Tu prends la question que tu veux. Non, pour revenir sur la culture, simplement, pour moi, la culture, elle ne se crée pas, elle est là, point. Elle a des composantes, comme les valeurs en font partie. C'est intéressant de travailler en groupe projet, en entreprise pour les définir. On ne peut pas être seul dans son coin ou simplement au codir. Il faut vraiment faire participer les personnes. Ce qui est intéressant, c'est de monter des groupes projets, que ce projet il perdure et qu'on aille plus loin. C'est-à-dire dès le recrutement, il faut se dire cette valeur-là, comment je l'incarne, comment je la fais vivre, comment je la transmets et comment au quotidien elle doit se retrouver. C'est pas juste uniquement des jolis mots, des cadres. On en voit beaucoup dans les entreprises. On affiche les valeurs, c'est bien, mais elles ne vivent pas. Donc il faut les prouver sans cesse et elles se renouvellent parce qu'en effet on est dans une entreprise, une société qui avance, qui change et donc forcément il y a des éléments qui vont s'ajouter. Je ne dis pas parce qu'on a annoncé esprit d'équipe, on n'a plus d'esprit d'équipe au bout de 3 ans, mais peut-être que ce n'est pas la valeur qui nous caractérisera le plus. Et puis il y a aussi des valeurs qui sont un peu trop à la mode, on voit un peu toujours les mêmes termes, donc c'est bien de trouver ces valeurs, vraiment. Et des fois si on n'en a qu'une ou deux, c'est pas grave si on n'en a pas 4, comme les 3 finalistes en recrutement, c'est pas grave. Voilà, il faut un peu faire tomber les préjugés à ce niveau-là. Et du coup, pour moi, les managers doivent être forcément impactés par ces valeurs, y croire, les faire vivre dès les process recrutement, dans leurs équipes, régulièrement, peut-être par des quiz, peut-être par des ateliers. Et ça, c'est comme ça qu'elles vont pouvoir vivre. Nous, il y a 2 ans, on a refait notre site internet, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, quelles sont nos valeurs? C'est bien, on en parle tout le temps, mais c'est quoi nos valeurs? Donc on est allé voir nos clients, on leur a aussi demandé ce qu'à leurs yeux on représentait. Et on s'est, on va dire, fortement inspiré des réponses principales et massives pour se dire oui, c'est vrai, c'est peut-être ça qui nous caractérise. Voilà. Je souhaite aussi rebondir justement sur le rôle du manager parce que pour nous il a un rôle vraiment crucial en fait dans l'entreprise et dans l'engagement collaborateur. On trouve qu'il a un rôle tellement important qu'on a créé notre propre école de management interne qui s'appelle La Pépinière. C'est une école qu'on a créée il y a quelques années et qui a pour vocation d'accompagner l'ensemble des collaborateurs qui s'engagent dans le management chez RECA pour justement leur transmettre nos valeurs et les former, les accompagner dans cette prise de fonction. Donc ils sont suivis pendant 1 an avec des modules de formation qui sont créés en interne et on est aussi accompagné par un organisme de formation Singular qui intervient dans le cadre de 2 modules pour justement donner les clés aux managers pour faire en sorte que les collaborateurs soient engagés. Il y a notamment un module qui est dédié au management intergénérationnel, un autre module qui est lié à l'intelligence émotionnelle et on travaille aussi sur des outils pratiques comme le feedback. Parce que pour nous, avoir des collaborateurs engagés, c'est avoir des collaborateurs à qui on fait des feedbacks, des collaborateurs à qui on donne des marques de reconnaissance. Et donc pour nous, dans notre culture, le feedback, ça a vraiment un point très important. Donc on accompagne vraiment les managers pour faire en sorte que leurs équipes soient engagées.
Alors, je crois que tout a été dit. Du côté des FMS pour les managers, voilà, il y a beaucoup de choses qui se construisent parce que la société a beaucoup grandi ces 5 dernières années, mais énormément. Les managers qui sont actuellement encore présents, c'est des anciens. Ils ont aussi du mal, je ne le cache pas, à cette transformation. Parce que depuis que moi j'étais embauché, donc il y a 2 ans, on a déjà embauché 80 personnes après moi, donc ce qui est énorme. Il faut maintenant, nous, on le sait, on l'a vu avec les RH, alors moi je parle plus sur la casquette com et marketing, il faut qu'on les accompagne, il ne faut pas qu'ils se sentent perdus, c'est un peu le cas actuellement, je ne le cache pas. Moi je communique beaucoup, en fait le sas de décompression est vraiment le service communication, pas parce que j'ai une super machine à café, mais tout le monde vient nous voir, c'est vrai. Et donc moi je suis un lanceur d'alerte. La com est vraiment un lanceur d'alerte. On a déjà récupéré 3 managers qui voulaient partir grâce à ça, parce qu'ils ont plus de facilité à parler à quelqu'un autre que les RH. Chez moi en tout cas c'est le cas. Pas parce qu'on n'a pas une super RH, elle est super, notre RH, mais ils ont besoin de se livrer ailleurs. Donc moi j'ai pris cette casquette-là. Mais c'est vrai que c'est fondamental. C'est fondamental de les accompagner. On les oublie souvent parce qu'ils font tampon aussi avec la pression, c'est leur rôle. Ils doivent être aussi l'ambassadeur de la culture, de la marque, s'il y a une marque de société, d'entreprise. Et je pense que souvent, on les oublie. Maintenant, on commence à prendre conscience avec la marque employeur, parce qu'on en entend parler depuis 5 ans, la marque employeur à droite et à gauche, mais elle existe depuis bien longtemps. Et je suis content qu'on parle de ce sujet-là ce soir. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que pour les managers, il y a peut-être le sujet le plus compliqué, c'est le sujet du courage managérial. Et il faut comprendre qu'un manager sans courage managérial, potentiellement, ça peut être très compliqué pour son équipe, et notamment pour l'engagement dans son équipe, parce que avoir le courage de dire à une personne désengagée que peut-être elle tire l'équipe vers le bas et ne pas prendre des décisions à ce moment-là, ça peut être catastrophique, surtout si c'est un élément potentiellement toxique pour le reste de l'équipe. Donc, il faut du courage pour traiter et pour oser aborder ces sujets-là avec les collaborateurs. Le problème, c'est que des fois, c'est votre ancien collègue, parce que vous avez été nommé manager, donc vous buviez des bières la veille, et le lendemain, il faut lui dire que non, c'est pas possible. Donc ça, c'est très très compliqué. Et là, c'est tout l'accompagnement. Et il y a un autre élément, et que nous, on essaye de mettre en place chez Steeple, c'est d'expliquer aux managers qu'à partir où ils sont nommés managers, ils changent d'équipe. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où ils sont managers, leur équipe devient l'équipe des managers. Parce que quand il y a une difficulté au sein de leurs équipes, ceux vers qui ils doivent se tourner, ce n'est pas les autres membres de l'équipe, non, c'est les autres managers. Et donc, c'est comme n'importe quelle équipe, ça se crée, ça s'anime, le lien entre eux, il est long à créer, mais il faut que ça devienne un réflexe qui n'est pas du tout évident, mais pas du tout. Parce qu'on a envie de faire copain, de faire corps avec son équipe, parce qu'on pense que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que demain, l'équipe peut changer. Par contre, la solidité vient du corps managérial. Pour rebondir, c'est d'ailleurs un des indicateurs pour mesurer sa marque employeur. On parle du turnover, du nombre de clics, de likes, d'abonnés, mais il y a l'indicateur sur le leadership, l'engagement au niveau du leadership qui est à mesurer en entreprise pour savoir si sa marque employeur est favorable ou pas. Effectivement, et puis c'est vrai que cette équipe des managers qui se met en place chez Steeple, très, très intéressant. Et du coup, alors après, on a ces managers qui accompagnent, on a parlé aussi des recruteurs qui identifient quelles personnes finalement vont fitter, vont bien matcher, alors que des mots anglais, vont bien se sentir comme un poisson dans l'eau dans l'entreprise. Mais derrière, comment l'entreprise continue d'accompagner, comment les managers aussi peuvent mettre en place des actions concrètes tout au long de l'expérience du collaborateur. Donc son parcours, vous avez mentionné un petit peu l'onboarding déjà, mais il y a aussi cette notion déjà d'onboarding. Comment on accompagne tout le parcours du collaborateur avec Appui RH par exemple. Un sujet que je traitais encore ce matin. L'onboarding, ça se construit et ça doit encore une fois se personnaliser. Je ne peux pas arriver dans toutes mes PME en disant voilà, j'ai créé un super document, je vous le donne et vous en faites ce que vous voulez. Il y a des onboarding qui doivent être parfois oraux, parfois écrits, parfois longs, parfois courts, parfois visuels, parfois digitaux, parfois pas digitaux parce que les PME ne sont pas encore prêtes.
En tous les cas, ça se construit avec les managers, bien évidemment. Chacun a son rôle, chacun doit trouver sa place et il faut y intégrer ensuite des temps dédiés. Je suis tout à fait d'accord sur les feedbacks, c'est important. Intégrer des rapports d'étonnement aussi, parce que rien de mieux que la vision d'un nouveau ou d'une nouvelle après quelques mois, plutôt après la période d'essai si on veut que ce soit authentique aussi. Et voilà, mais il faut accompagner ces managers qui n'ont pas toujours l'habitude d'être emportés comme ça dans des projets plutôt à tendance RH. Et c'est pour ça que c'est important en effet de les accompagner, de les former. Nous, on met en place dans nos PME des formats de courtes formations sur des thématiques RH, parce que les managers sont en demande d'outils RH sur du juridique, parfois pur et dur, sur vraiment des moments clés, une fois par trimestre, 2-3 heures, sur je viens t'outiller, sur qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas dire au niveau sanctions disciplinaires, comment je peux conduire un entretien, comment je dois réagir face à un refus de quelqu'un qui ne veut pas venir à un entretien, comment je recrute, quelles sont les questions que j'ai le droit de poser, pas poser. Il faut qu'ils soient outillés aussi, il faut les entendre. Et ça, c'est important, et c'est des petites choses. Il faut les organiser, il faut les mettre en place, il faut trouver les intervenants, mais il faut leur demander 2-3 heures. Par contre, il ne faut pas arriver avec quelque chose en disant, voilà, pendant une semaine, on va te former en RH, et puis après, tu seras un cadre. Non, c'est plutôt de la récurrence trimestrielle, et de terminer parfois avec une personne extérieure, les faire intervenir sur une conférence avec quelqu'un qui va parler du management autrement aussi, ça pour ouvrir un peu leur chakra, leur façon de voir les choses. Et ça, c'est aussi des petites choses qu'on met en place au niveau management sur les sensibiliser. Notamment, il y a une matinée qui est prévue sur l'onboarding, mais en amont, ils sont forcément dans le groupe projet. Il y a toujours au moins un ou l'autre manager et on teste avec eux toujours le onboarding. On ne fait pas ça dans notre coin et leur dit maintenant c'est comme ça. On teste, on voit, on ajuste. Voilà comment ça se passe. Et tu parlais en intro des procédés d'offboarding dont on parle. Est-ce que c'est quelque chose que justement vous avez travaillé aussi? On le met en place de plus en plus, c'est assez récent, c'est un peu comme la marque employeur, il y a beaucoup de phénomènes de mode, mais pour le coup c'est très utile. J'ai un exemple très concret, on a mis en place le offboarding dans une de nos PME au courant de l'année 2024. On a travaillé sur la trame, on s'est demandé laquelle était la plus adaptée en termes de questions, court, long, est-ce que je fais des pourcentages, est-ce que je mets de la question ouverte, bref. On trouve la trame, on rencontre 1, 2, 3 personnes qui nous expliquent pour X raisons vouloir quitter l'entreprise, et une d'entre elles nous dit que c'est à cause d'une personne toxique, et qu'elle part que pour cette raison-là, parce qu'elle adhère à tout le reste, elle aime son travail, elle aime son équipe, mais elle part. Cette personne, 1 mois et demi après, part aussi. Donc on la rappelle. Et la belle histoire, c'est qu'elle est revenue. Voilà, donc le offboarding, ça peut aussi servir. Là, c'est tout frais. Voilà. Trop bien. Pardon, j'ai mis. Je peux également rebondir sur les actions qu'on met en place chez RECA pour engager, impliquer les collaborateurs dès le départ. En fait, on le fait dès le début, même en amont de la collaboration, puisque dans le cadre du processus de recrutement, on a mis en place en fait des immersions systématiques, que ce soit sur le poste ou dans les services, puisque ça permet au candidat de se projeter dans son environnement de travail et ça lui permet de rencontrer les équipes et déjà de se sentir en fait engagé dans la décision de rejoindre ou non RECA, puisque en plus de l'entretien de recrutement, la personne a vraiment la possibilité de se projeter dans l'entreprise. On a également mis en place une prime de cooptation, si on reste toujours dans le thème du recrutement, pour encourager les collaborateurs à recommander leurs connaissances. Donc c'est une prime en fait qu'on verse en 3 fois, 2 500 €, et également la possibilité de choisir entre cette prime et un week-end spa, voilà, pour changer un petit peu, pour innover. Et au-delà de ça, on a vraiment pour logique d'impliquer les collaborateurs à tous les niveaux. On est plutôt adepte des groupes de travail. Donc dès qu'il y a un sujet phare dans l'entreprise, on invite les collaborateurs volontaires à s'engager. Là, le sujet d'actualité, c'est la flexibilité des horaires. C'est un sujet qu'on souhaite mettre en place, mais on n'a pas envie que ce soit une décision prise uniquement par le service RH ou la direction. Et donc on a impliqué en fait des collaborateurs de différents services pour mener la démarche de A à Z et mettre en place le projet dans l'entreprise. On a également un groupe de travail sur la tarification, ça c'est un peu plus axé commerce, mais c'est aussi en lien avec la stratégie d'entreprise. Donc c'est vraiment des actions qui ont vraiment pour vocation d'engager les collaborateurs. On organise également tous les 2 ans des enquêtes
de satisfaction qui sont très importantes pour nous et qui ont pour vocation à mesurer la satisfaction des collaborateurs sur leur expérience et à mener ensuite des actions correctives si nécessaire. C'est des enquêtes qui sont très utiles, où on a un taux de participation très fort, de plus de 80%. Donc ça, on en est aussi plutôt fiers, parce que ça fait quand même quelques années qu'on les pratique, et l'engagement n'a jamais faibli. En fait, les gens répondent, mais parce que derrière, il y a aussi un engagement de l'entreprise à mener des actions correctives si nécessaire. Et pour terminer, sur le off-boarding, on le pratique aussi chez RECA. Donc on organise systématiquement un entretien de sortie qui est mené par le service RH, au cours duquel on va questionner le collaborateur sur son expérience, parce qu'on est persuadé que même si le collaborateur quitte l'entreprise, il reste un ambassadeur de la société, et c'est important pour nous qu'il quitte l'entreprise avec une bonne image, et puis qu'il puisse continuer à faire la publicité de RECA, même s'il quitte l'entreprise. Et concrètement aussi, parce qu'on ne fait pas ça que pour ça, on récolte en fait des informations qui sont très précieuses, qui sont remontées au niveau de la direction sur des choses en fait à changer dans nos pratiques, dans les modes de management ou dans notre mode de fonctionnement. En fait, toujours d'accord avec vous. En fait, ma position est assez sympa d'ailleurs. Et pour l'intégration des nouveaux collaborateurs, moi j'aime bien dire que c'est une étape clé. Il ne faut pas la rater parce que le soufflé au fromage, il peut vite retomber et souvent après c'est difficile de récupérer ce soufflé au fromage. Et donc on essaie de les intégrer très rapidement dans différents événements, on en reviendra par la suite. Mais aussi, depuis peu, on fait une immersion totale parce que chez nous, ça existe un petit peu, mais dans plein d'autres entreprises, ça existe encore. C'est-à-dire, on mélange les cols blancs avec les bleus de travail. Donc, en fait, les managers ou les collaborateurs qui arrivent vont passer 1 voire 4 jours à la pause. Comme ça, ils vont connaître tous les poseurs, ils vont connaître tout le secteur de marché, puisque nos poseurs, en plus, ils ont contact avec la clientèle. Ils vont avoir connaissance également du produit, et après, ils sauront de quoi ils vont parler, même s'ils ne sont pas dédiés au produit directement. Et je trouve que c'est bien, parce que souvent, on ne connaît pas forcément, quand on embauche très rapidement, enfin, une quantité assez importante de collaborateurs en très peu de temps, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi. Et donc, je trouve que cette immersion est hyper intéressante. Moi, je n'ai pas eu la chance de la faire, et j'y suis allé alors pendant les congés pour la faire. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après. Et réellement, même si j'avais connaissance, et tous les matins, je vais voir tout le monde, je ramène des petits pains et tout, mais c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir entre mettre les mains dans le cambouis un petit peu avec les poseurs et ramener au sec des croissants. Voilà, donc ça a été véritablement un plus. Je rebondis aussi parce qu'on travaille notamment dans l'industrie agroalimentaire et dans la charcuterie. Et tous les postes support vont passer 15 jours en production. Et l'embossage, la CNAC, ça n'a plus de secret pour eux à l'issue des 15 jours. Et ils sont ravis de l'avoir fait pour comprendre les métiers, pour comprendre les produits, pour mieux les vendre quand on est sur un poste à tendance commerciale ou pour mieux facturer, même quand on est en comptabilité. C'est beaucoup plus concret à ce niveau-là. Il y a également je rebondis aussi sur ce que disait Marie sur les vies ma vie. Les vies ma vie, ça peut être dès l'intégration, mais ça peut être au cours de la carrière en fait au sein de l'entreprise et de son parcours, notamment durant les entretiens professionnels. On peut détecter une personne qui a envie de découvrir un nouveau poste dans l'entreprise. Et c'est assez régulier de pouvoir l'organiser sur le temps de travail où la personne va faire 1 jour, 2 jours pour valider déjà que entre ce qu'il imaginait et la réalité, ça colle. On ne lui promet pas qu'il y aura un poste. Il n'y a pas de promesse, c'est juste teste-le chez nous puisqu'on a l'opportunité de le faire. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont intéressants et qu'on peut aussi après utiliser en marque employeur interne pour montrer qu'on est en capacité d'organiser ce type de vie ma vie finalement en interne. Ça me fait réagir parce que c'est un sujet qu'on a pas mal raté aussi ces derniers temps, c'est le sujet des plans de carrière dans l'entreprise. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est lié à notre relative jeunesse qui fait que quand on était une petite équipe, celui qui vous recrute, c'était le premier commercial qui maintenant manage 50 personnes. Bref, les plans de carrière, ils étaient visibles, on avait besoin de monde, il y avait de la mobilité. Et aujourd'hui, que l'entreprise est un peu plus structurée,
c'est quelque chose sur lequel on revient à travailler, et notamment aussi pour expliquer les différentes possibilités, et finalement répondre à la question aux collaborateurs, pourquoi je m'engagerais aussi pour l'entreprise. Donc pourquoi est-ce que vos collaborateurs s'engagent pour votre entreprise et pourraient s'engager. Donc on parle d'évolution, alors on pense beaucoup à l'évolution verticale qui n'est pas adaptée à tout le monde. Donc ça, être nommé manager, c'est pas un cadeau pour tout le monde. Alors d'accord, mais comment est-ce qu'on valorise l'expertise dans une entreprise? Comment on valorise que quelqu'un qui continue d'apprendre et d'être de plus en plus efficace sur son métier, eh bien, soit valorisé, soit financièrement, soit d'une autre manière? Ça, c'est aussi un sujet. Et puis de la même manière, c'est comment est-ce qu'on peut offrir la possibilité de continuer à apprendre d'autres métiers. Et ça c'est engagé. Et la mobilité interne, mais elle est sous-cotée, comme on dit. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que les nouvelles générations, elles vous disent « Ok, on veut changer de job », mais elles ne vous disent pas « On veut changer d'entreprise ». Et donc, je discutais l'autre jour avec un dirigeant plutôt traditionnel. Je lui dis « Moi, je ne fais pas la mobilité interne. » Ok, pourquoi? Bon, ça, faut gérer des gens qui veulent changer de poste, si jamais ils l'ont pas, c'est la merde. Et puis en plus, mon turnover aujourd'hui, j'ai un turnover de folie. Et je lui dis, mais attends, mais demain, si tu as un poste qui est ouvert et que tu as un collaborateur qui veut se positionner dessus, finalement, il ne te reste qu'un seul poste. Donc comme au début, tu n'as qu'un seul poste à recruter. Il dit, oui, c'est pas con. Et en 2 minutes, il s'était dit, en fait, c'est peut-être une solution pour réengager ces personnes. Peut-être ça ne marche pas. Il faut accepter aussi que ce soit des nouveaux jobs, donc des nouvelles périodes d'essai. Et ce que tu décris est très bien aussi pour baisser la barrière, pour aller découvrir le poste. C'est la capacité qu'on a aussi à accompagner, à former le collaborateur. Mais c'est une arme superbe. Effectivement, donc, la mobilité interne, un des leviers qui permet de garder le collaborateur engagé dans le temps, repartir pour un cycle. Tout à l'heure, Jérôme, tu parlais de... alors, tu as parlé des petits pains, tu as parlé du fait que beaucoup de personnes... nourriture. Voilà, c'est bien. Que beaucoup de personnes aussi dans l'entreprise venaient parfois échanger avec toi dans ces canaux peut-être de communication ascendant, informels. Et comment, en fait, vous mettez en place aussi des canaux de communication peut-être qui permettent de aussi partager de l'information, partager de la transparence? Alors, malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir Steeple. Pas encore. Pas encore. On est d'accord, et j'ai tout fait pour, il y a un mois et demi, oui. Mais ça ne serait tardé, je travaille au corps, la DRH. J'espère que c'est pas filmé. Non, c'était un petit peu debout, un clin d'œil. Concrètement, oui, on a mis des choses en place. Alors, il faut savoir que chez FMS, la com et le marketing n'étaient pas existants. Il y avait ma collaboratrice qui a fait des choses extraordinaires, était autodidacte. Donc, moi, je suis arrivé il y a 2 ans, comme je l'ai dit. On a mis des choses en place. Donc, on a forcément un journal interne, un trimestriel. On a un magazine qui sort tous les 2 mois, oui, c'est ça. On utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux, même si c'est un support public, j'en ai conscience. Malheureusement, comme beaucoup d'entreprises, donc des fois nos collaborateurs apprennent des choses par Facebook. Voilà, donc voilà. C'est toujours un peu compliqué. On essaie de faire avec les armes qu'on a et les supports qu'on a. On communique quand même pas mal avec les panneaux d'affichage, ça fonctionne assez bien. Le CSE a mis les jeudis de l'apéro. Alors c'est le premier jeudi de chaque mois. On travaille dans le bâtiment, c'est un apéro sans alcool, bien entendu. Et donc, en fait, tout le monde vient. Ça marche assez bien, on est assez ravis. Et puis là, il y a une boîte à idées, donc il y a plein d'idées, il y a une effervescence autour de ça, c'est assez sympa. Et en fait, il y a mon bureau aussi. Mon bureau, en fait, ça s'est fait naturellement. Moi, j'aime bien dire j'ai une équipe de 3 personnes, tchèques, polonaises et français. Puisqu'on est sur 3 pays. Et je dis toujours que la communication, ça démarre toujours par l'écoute et l'observation. Et en fait, notre bureau, on fabrique des portes d'entrée, mais ma porte est toujours ouverte. Et en fait, ça s'est fait naturellement, et c'est un des canaux de communication phares dans la société. Les gens viennent nous voir, parlent, discutent. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est là où on détecte souvent des choses. Et on s'aperçoit souvent que la frustration d'un collaborateur ou le non-engagement, ça vient juste d'une petite maladresse. C'est souvent ça, petite maladresse.
Ça part après sur Radio Moquette, qui est un magnifique multiplicateur. Voilà. Mais si on arrive tout de suite à choper cette maladresse et à communiquer peut-être différemment, ben on s'aperçoit que la problématique, elle n'est pas si compliquée. Mais il faut arriver à l'instant T. C'est toute la problématique. Donc voilà, on est sur des supports assez traditionnels. On essaie de les faire vivre avec quand même un effet waouh. Voilà, ça c'est ma partie. Moi, je suis très communicant. Voilà, vous l'avez remarqué, je mets beaucoup d'humour. Donc moi, je vais voir tout le monde. Tout le monde vient me voir. Donc on essaye aussi de pallier à ce manque de steeple qui ne serait tardé. On fait la passe à Julien. Oui, je peux peut-être rebondir aussi en termes de communication. Alors, tout comme vous, on a aussi un journal interne d'entreprise qui est publié tous les 2 mois. On a également mis en place des écrans, en fait, pour les collaborateurs au siège. Ça peut paraître une petite action, mais au final, ça a permis quand même de fluidifier la communication, puisqu'on y communique toutes les informations importantes de l'entreprise. Quand il y a des personnes qui viennent en formation au siège, quand il y a des nouveaux arrivants, on va inclure les photos ou ce genre de choses. Donc ça a permis vraiment de fluidifier la circulation des informations. Et ce que je souhaite rajouter, c'est aussi l'accessibilité en fait, de nos dirigeants. On a la chance aujourd'hui d'être encore une entreprise moyenne. Et c'est vrai que nos dirigeants ont vraiment à cœur d'être accessibles. C'est vraiment un point très important pour eux. Et donc, ils ont à cœur, en fait, chaque mois, de se déplacer dans les réunions régionales, en fait, pour aller au contact des collaborateurs. Et ils interviennent lors des réunions pour présenter la stratégie d'entreprise, pour répondre aux questions et pour tout simplement, en fait, être proche de l'ensemble des collaborateurs et pas uniquement des collaborateurs du siège. Et ce qui est aussi, je trouve, plutôt une belle action, c'est que généralement, la veille de ces réunions, ils vont aller passer une journée sur le terrain avec un commercial pour voilà, rester au contact des clients et aussi tout simplement au contact des collaborateurs. Donc, hormis effectivement les canaux classiques, c'est vrai que notre direction joue aussi un rôle exemplaire en fait, en matière de communication. Là-bas. Non, pour rebondir, parce que moi, ce qui me marque aussi à chaque fois dans ce que vous énoncez, et tous les trois vous en avez parlé, donc sur le sujet de pourquoi le collaborateur s'engage, on a parlé d'un point de vue personnel, mais aussi la quête de sens. Et quand vous parlez de la stratégie, quand vous parlez de l'intégration, et d'aller sur le terrain et de voir, c'est répondre à cette communication du sens dans l'entreprise. Et nous, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vu se perdre au cours du temps. Quand on est au début, tout le monde est conscient que grâce à Steeple, on vous évite de devoir avoir des journaux internes qui mettent du temps à être faits mais que personne ne lit. On vous permet de vraiment, col bleu, col blanc, on rassemble tout le monde. Bref, il y a un sens, c'est vous aider et faire en sorte que vos collaborateurs soient contents. Mais ce sens, on l'avait perdu. On l'avait perdu. Et moi, je suis fan d'une anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du tailleur de pierre. Est-ce que ça vous parle, le tailleur de pierre? Je vois des oui, je vois des non. Bon, je vous la raconte alors. C'est quelqu'un qui passe sur un chemin et il voit le long du chemin un tailleur de pierre. Quelqu'un qui taille une pierre avec une passion mais débordante. Il est là, il taille parfaitement, un engagement total, si je puis dire. Alors il ne peut pas ne pas s'arrêter et il s'arrête et il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Et le monsieur lui répond « Je construis une cathédrale. » Et cette histoire, elle m'impressionne parce que en communication interne, il n'y a rien de plus important que d'expliquer à quoi sert chaque action qu'on fait au quotidien. Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi cette action, elle sert quelque chose de bien plus grand? J'ai été marqué aussi pendant le Covid, dans la grande distribution notamment, où du jour au lendemain, les hôtesses de caisse, les personnes en mise en rayon se sont dit, en fait, on nourrit la France. Et nous, on n'a pas le droit de s'arrêter. Toute la chaîne agroalimentaire, on a compris. Et donc nous, on a utilisé un nouvel outil chez Steeple pour essayer de redonner ce sens, et c'est ce qu'on appelle les OKR. Les OKR, ça veut dire Objectif Key Result. Et en fait, tous les trimestres, l'entreprise va donner les objectifs du trimestre, qui sont alignés sur l'objectif annuel, qui sont alignés sur l'objectif des 5 prochaines années.
Et les collaborateurs vont partir travailler sur des ateliers en disant par rapport à ça, moi je pense que si je faisais ça, ça aiderait à faire ça, qui permettrait de faire ça, qui permettrait de faire ça. Et donc après, on se dit, on formalise les OKR, on les met sur un document qui soit accessible par toute l'entreprise, chacun est responsable des actions qu'il a dit vouloir mettre en place. Et en fait, c'est tout simplement l'image qu'il faut garder en tête, c'est l'expression française qui dit « les petits ruisseaux font des grandes rivières ». Et si vous êtes capable d'expliquer à chaque collaborateur que ce qui lui semble être un tout petit ruisseau à un endroit, eh bien en fait, va à la grande rivière, là c'est gagné. Alors il y a des accélérateurs, ce que vous faites c'est formidable, de voir, d'aller sur le terrain, de passer du temps, d'entendre les personnes qui sont en contact des clients, il n'y a pas de meilleur accélérateur que ça. Et alors, on vient de voir pas mal de leviers dans l'engagement. On s'est parlé donc du coup de la culture, des valeurs, des managers qui l'incarnent, du recrutement aussi qui doit bien connaître ce sujet-là. On a parlé d'expérience collaborateur, onboarding. On vient de se parler aussi de la communication, de communiquer du sens. Et avec tout ça, quel impact ça a finalement par rapport aux enjeux que vous aviez identifiés? Vous m'avez tous plus ou moins parlé un peu d'attractivité, de fidélisation pour certains. Ça, c'est une des aspects. Mais est-ce que vous constatez justement réellement une différence en ayant mis en place toutes ces actions dans vos entreprises? Oui. Je pense que l'action, on va dire l'indicateur le plus fort chez RECA France, c'est la réduction du taux de turnover. Depuis qu'on a mis en place ces actions, on a constaté vraiment une baisse du taux de turnover qui est quand même significative. En 2022, on était sur un taux de turnover d'environ 18%. Et à fin 2023, on est arrivé à 8%. Donc c'est quand même une belle performance pour nous. Et alors effectivement, il n'y a pas que l'engagement collaborateur qui joue, mais ça prend une part importante pour nous. Et c'est vraiment un challenge pour nous de maintenir maintenant ce taux de fluctuation à un niveau relativement faible. Mais on en est quand même très fiers parce qu'on est une entreprise commerciale qui normalement affiche des taux de turnover qui sont assez élevés. Et on a une ancienneté moyenne de l'entreprise de 8 ans. Donc effectivement, ce genre d'indicateur pour nous, c'est vraiment c'est parlant en fait. Comme vous, en effet, on a vu qu'il y avait un peu moins de turnover. On voit aussi, pardon, j'ai un chat dans la gorge, on fait à peu près une vingtaine d'événements par an pour les collaborateurs juste en France. Et on a aussi mesuré le taux d'inscription qui a vraiment augmenté parce qu'avant mon arrivée, il y avait un peu moins de communication, un peu moins d'entrain et donc c'est comme ça qu'on nous a permis de mesurer un petit peu cette partie-là. Alors également le taux de turnover, en distinguant le taux de turnover subi aussi, on peut faire des études un peu plus affinées sur ce taux de turnover, le nombre de taux de rupture en période d'essai, parce que si le processus recrutement est clair, si on a été authentique, si on est resté en phase avec le discours, on n'aura plus de rupture pendant la période d'essai à l'initiative, notamment du candidat ou de la candidate, parce qu'il n'y a rien de pire que d'entendre encore en 2024 j'ai quitté un poste et on m'a vendu du rêve et la réalité n'est pas celle qu'on m'avait laissé sous-entendre. J'aime à dire que le recrutement est un mariage et qu'il faut 2 vrais 8 francs de chaque côté, donc de l'honnêteté de chaque côté, et c'est quand même important, donc c'est un bon moyen aussi, un bon indicateur. La notoriété par le nombre de followers, d'abonnés, d'interactions, quand les collaborateurs, les ambassadeurs sont eux-mêmes présents, like, commentent, encore une fois, sans prime derrière, de façon spontanée. Ça peut nous montrer, nous faire mesurer l'engagement, clairement. Et puis après, on va tomber sur le nombre de recrutements réalisés, le fait qu'on diminue le temps passé à réaliser un recrutement parce que notre notoriété est bien présente. La fidélisation, bien évidemment, le nombre de candidatures spontanées reçues, l'envie de participer à des process recrutement. On va pouvoir travailler avec des managers sur des gros événements recrutement dans lesquels ils vont faire part. Si c'est là où on parle de l'exemple un peu. Voilà, on a été assez précurseurs en 2019. On a lancé un job dating original dans une entreprise. Aujourd'hui, participer à un job dating, c'est classique.
Il y en a tout le temps, il y en a partout. Il y a des éditions dans des salles de sport, avec la SIG, au Zénith, etc., ici à Strasbourg. Mais en 2019, peu d'entreprises s'étaient lancées dans « j'organise mon job dating privé ». On l'a fait dans une industrie donc charcutière qui est située à Aubernais, ça vous parle, mais une zone industrielle assez concurrentielle, de très belles industries, un petit peu cachées, à côté d'entreprises de la métallurgie qui ont des fois des avantages un peu plus intéressants, voilà, un peu plus méconnus. Et on a décidé de faire un coup de projecteur sur cette entreprise qui venait de travailler ses valeurs, et une des valeurs était la générosité. Donc elle a décidé d'offrir à manger à des potentiels candidats en organisant un premier barbecue recrute qui a vu venir une 50aine de personnes. On avait un petit peu peur des personnes qui viendraient juste pour manger. Finalement, les personnes n'ont pas osé trop manger. Mais l'image que j'en retiens, c'est le directeur administratif et financier qui était présent et qui tenait le barbecue et qui faisait cuire les saucisses, au sens littéral du terme. Voilà, ça a vraiment marqué les esprits. Concrètement, on a recruté, c'est important. Et concrètement, France 3 Alsace est venue tourner son journal de midi en direct sur le parking de l'entreprise, tellement elle avait trouvé l'action originale. Voilà, donc ça c'est important. Depuis, on a changé notre fusil d'épaule, on est sur des saches aux fruits parce qu'ils recrutent plus l'hiver, donc le barbecue ça marche pas trop, surtout en Alsace. Voilà, c'est important aussi de le souligner. Voilà, c'est le genre d'indicateurs qui peuvent être intéressants. Sur l'impact, moi en tant que dirigeant, je vais vous dire, c'est tout simple, c'est le résultat net. C'est... Vous faites plus avec moins. Bon, alors après évidemment, tout le jeu d'équilibre et de ne pas tirer trop sur la corde des gens engagés, de savoir les récompenser aussi, mais c'est tellement fort que, en fait, moi je me demande pourquoi, et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y avait si peu de patrons qui s'intéressaient au sujet, et pire encore, pourquoi est-ce qu'ils disaient, il y en a même qui disent, ouais, l'engagement, enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais certains ont abandonné et disent, moi les collaborateurs, je m'en occupe pas. Et dans beaucoup d'entreprises. Et en fait, pourquoi ? Parce que prendre le sujet de l'engagement à bras-le-corps, c'est aussi prendre le sujet du désengagement à bras-le-corps. Et s'il y a des collaborateurs désengagés qui sont silencieux, il y a des collaborateurs désengagés qui ne le sont pas. Et il y a souvent une minorité bruyante qui prend le pas sur une majorité silencieuse. Et donc s'occuper de l'engagement et du désengagement, c'est gérer du bruit dans une entreprise. Et je peux vous le dire en tant que dirigeant, mais je pense qu'on est tous là aussi, le bruit, c'est ce qui fait qu'on s'endort mal le soir, c'est ce qui fait qu'on se réveille le matin en pensant aux problèmes humains. Et donc, traiter le sujet de l'engagement collaborateur, c'est non pas arrêter, parce qu'il y aura toujours du bruit, mais c'est diminuer ce bruit. Et donc, c'est de dire aux dirigeants, oui, si tu mets la tête dans le sable et que tu fais la politique de l'autruche, il n'y aura pas moins de bruit. C'est juste que tu vas arrêter de l'écouter. Et donc, ça demande un petit peu de courage, mais ça a un véritable impact derrière. En espérant que tu dors mieux la nuit. Tout va bien. Eh ben, merci à tous pour vos réponses déjà à ces questions. Ce que je vous propose, qui est plus intéressant que mes questions encore, finalement, c'est aussi les questions des personnes qui sont parmi nous. Du coup, je vous offre la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser, que ce soit à tous nos intervenants, à une personne en particulier? N'hésitez pas. C'était tellement clair. C'est toujours la première. Ouais. Ouais, il a pris une appel. Ouais, c'est ça. Alors, qui va se lancer pour la première question? Ça brainstorm là. Il y a une question qui va naître. Vous ne seriez pas la seule ville à ne pas avoir de questions. C'est ça que... Les étudiants, c'est moi qui leur en pose d'habitude. Ah bah oui, voilà, retournez à votre professeur, formateur, je ne sais pas comment on dit, retournez les questions. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est pas une question, mais plus une remarque. Du coup, c'est que moi, je suis manager, j'ai 5 personnes que je manage. Et aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont très engagées dans le produit pour lequel elles travaillent, mais qui ne sont pas du tout engagées dans l'entreprise et la performance. Donc là, c'était juste une remarque plutôt par rapport à ça. De dire qu'on peut être engagé dans le produit et croire dans le produit,
mais pas forcément dans la vision de l'entreprise. Alors peut-être pas ne pas croire, mais ne pas avoir d'intérêt ou ne pas agir de manière à montrer son engagement dans l'entreprise. Et c'est une réflexion que je me suis faite au cours des différents échanges qu'on a pu avoir, c'est ça, c'est que parfois les collaborateurs sont engagés dans leurs produits, mais pas forcément dans la vie de l'entreprise, dans la vie de l'équipe au sens plus large. Ça vous parle? Une réflexion. Mais l'inverse est vrai aussi. Parfois, on a des personnes qui restent pour l'ambiance, pour les échanges, pour les collègues, et ils ne sont pas forcément attachés aux produits ou aux services aussi. Alors moi, je ne connais pas votre situation, mais je connais la mienne. Et il y a un équilibre aussi, parce que j'ai des développeurs informatiques qui adorent faire de belles choses, mais on pourrait faire beaucoup plus vite, beaucoup moins cher, à peu près la même chose. Et donc, aimer le produit, aimer faire, aimer fabriquer, sans avoir la vision aussi ROI de l'entreprise, ça peut être compliqué. D'où l'intérêt des OKR aussi, qui est d'expliquer quel est, ok, son produit, mais quel est l'impact derrière. Et nous, c'est comme maintenant, on a tout changé sur l'organisation des équipes produits. Et en fait, on a des équipes impact. C'est-à-dire, on va dire, vous, votre équipe, vous travaillez pour impacter, pour ceux qui connaissent Steeple, par exemple, le nombre de contributeurs que vous allez avoir dans les entreprises. Donc, ils vont réfléchir ensemble à trouver des solutions, pas faire le meilleur produit, mais faire celui qui va avoir le meilleur effet de levier par rapport à un chiffre précis. Une autre question, une autre réaction? Vous avez tous vu le cocktail et vous avez juste hâte d'aller boire un coup. Et ce que je vous propose, c'est qu'on applaudisse bien fort nos intervenants. Merci à vous.